Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie organisation administrative des entreprises intitulée GRH, définition, enjeux, domaines et relations humaines. Donc le plan de la prestation se présente comme suite. Dans un premier temps, on va aborder une petite introduction dans laquelle on va se pencher sur l'historique de l'apparition de la gestion des ressources humaines. Dans un premier grand titre, on va aborder une définition de la GRH. Dans un deuxième lieu, on va aborder les enjeux de la GRH. En troisième volet, on va se pencher sur les domaines de la GRH et au final, on va se pencher sur les relations humaines dans l'entreprise, laquelle va inclure deux sous-titres, à savoir les facteurs traditionnels de motivation d'une part et d'autre part, on va aborder les styles de commandement. Donc passons à présent à l'introduction. Auparavant, on ne parlait pas de gestion de ressources humaines, on parlait plutôt de l'administration du personnel. Donc, en quoi consistait l'administration du personnel? Il reposait principalement sur les modèles du taylorisme et du fordisme. Donc, comme vous l'avez certainement constaté, il s'agit ici de considérer l'homme comme étant une machine, donc il n'a aucun droit. De ceci, on peut déduire que l'objectif principal était de réduire les coûts. Et d'un autre côté, on a le fait d'accroître les gains de productivité. Dans un niveau avancé, on a assisté à l'apparition de la notion du social, c'est-à-dire qu'on donnait plus d'importance à cette époque à l'être humain au sein de l'entreprise. Donc, il est devenu plutôt un capital humain, une ressource et non pas seulement un coût. Et donc là, bien sûr, on peut déduire qu'on donnait plus d'importance à la dynamique des ressources humaines à travers toute une panoplie d'actions telles que la formation continue pour améliorer leurs compétences et les motiver, la gestion des carrières, c'est-à-dire le fait de faire bénéficier les salariés d'une gradation, le fait de passer d'un niveau hiérarchique vers un autre niveau plus important avec bien sûr une augmentation des salaires et aussi la motivation qui se compose de plusieurs types, à savoir la motivation matérielle et la motivation immatérielle. Donc passons à présent à la définition de la GRH. Donc qu'est-ce qu'on entend par GRH? Donc la GRH c'est tout simplement un ensemble de pratiques, d'activités qui vise comme objectif d'attirer de nouvelles compétences, aussi de retenir ou de conserver le personnel de l'entreprise. Aussi, ils ont pour objectif de motiver le personnel et au final développer les employés, c'est-à-dire leur faire bénéficier des promotions internes et d'une évolution de carrière considérable. Donc tout ça doit être en maintenant des relations sociales, ou bien une cohésion sociale au sein de l'entreprise. Autrement dit, garantir des rapports sociaux qui sont harmonieux et qui sont solides entre les différents membres de cette organisation. Donc passons à présent aux enjeux de la GRH. À ce niveau-là, on peut distinguer entre trois types ou bien trois modes d'enjeux. On a les enjeux technologiques, les enjeux économiques et les enjeux social. Donc, pour ce qui est des enjeux technologiques, donc, comme vous remarquez dans le petit tableau, donc, il s'agit ici de l'apparition de nouvelles techniques et technologies de production, ce qui a incité et poussé l'entreprise à réduire d'un côté les effectifs, surtout les moins qualifiés d'entre eux. Ça a poussé l'entreprise aussi à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux salariés qui sont qualifiés, qui vont être susceptibles de faire face et de mettre en marche les machines sophistiquées. Et aussi, ça a incité l'entreprise aussi à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un réaménagement du temps. Pour ce qui est maintenant des changements économiques ou bien les enjeux économiques, on a assisté à l'époque à toute une panoplie de changements, de mutations économiques telles que, en premier lieu, la saturation de la demande, c'est-à-dire la détérioration de celle-ci, ce qui a impliqué automatiquement, le cas échéant, un ralentissement de la croissance économique et en parallèle, on a assisté également à une croissance, bien à une concurrence internationale qui est très accrue dans la mesure où il y avait des produits étrangers qui ont été écoulés sur le marché, bien les marchés nationaux et qui ont, c'est-à-dire représenté une détérioration de la compétitivité des produits nationaux. Donc tout ça a contraint l'entreprise à, c'est-à-dire fournir des efforts sur plusieurs niveaux, tels que fournir des efforts
des efforts au niveau d'innovation, c'est-à-dire que ce soit l'innovation produit ou l'innovation process. Donc l'innovation produit, c'est une innovation qui est relative tout simplement, c'est le fait d'intégrer des modifications sur un produit qui existait déjà. Par contre, l'innovation process, c'est une innovation qui est catégorique, radicale. C'est tout simplement, en d'autres termes, le fait de créer quelque chose, un produit qui n'a jamais existé sur le marché. Donc, aussi l'entreprise était contrainte de fournir des efforts concernant l'augmentation de la productivité, que ce soit la productivité des salariés ou des machines. D'un autre côté, il devrait également se pencher sur, ou bien s'engager dans un processus d'amélioration et de perfectionnement des qualités de produits. Et au final, il devait faire preuve, c'est-à-dire de flexibilité et d'adaptation à différentes mutations économiques déjà citées. Au final, on a assisté à cette époque également à des changements sociologiques et des enjeux sociologiques. Donc, à ce niveau-là, on parlait des mutations radicales au niveau des mentalités et des valeurs des individus, surtout du personnel au sein de l'entreprise, dans la mesure où ces derniers n'acceptaient plus de recevoir juste les ordres et de les appliquer à la lettre. Donc, ils imposaient, ils étaient exigeants en matière de discussion et d'échange avant même la prise de décision et avant l'exécution de ces décisions-là. Donc, passons à présent au domaine de la fonction RH. Je vais les préciter de manière très brève dans un premier temps. Donc, on a la gestion du personnel, on a les relations sociales, on a également la communication interne, il y a la formation, la motivation et la rémunération. Donc, pour ce qui est de la gestion du personnel, comme on a dit auparavant, c'est-à-dire que ça se base principalement sur l'application à la lettre des dispositions légales, ou bien du dispositif statutaire. Autrement dit, c'est le fait d'imposer impérativement aux salariés d'appliquer, c'est-à-dire les règlements internes. Et le cas échéant, ça va engendrer le maintien de l'ordre et du contrôle au sein de l'entreprise. Donc, d'un autre côté, on peut dire que ce domaine-là a pour œuvre également d'enregistrer et de suivre les données, c'est-à-dire qui ont trait au personnel au sein de l'entreprise, ainsi que la préparation et l'organisation des réunions, et ainsi de suite. Pour ce qui est du deuxième domaine, à savoir les relations sociales, comme leur nom indique, donc là on parle du fait d'instaurer un bon climat social au sein de l'entreprise, autrement dit, assurer une cohésion sociale, des rapports sociaux qui sont solides entre les différents membres de l'organisation. À ce niveau-là, on parle également du fait de favoriser le dialogue social, bien évidemment à travers les différentes instances représentatives des salariés, telles que les syndicats qui défendent les droits des salariés sur le plan national, le comité d'entreprise d'un autre côté, et au final les délégués du personnel qui, c'est-à-dire représentent les salariés au sein de chaque entreprise. Pour ce qui est à présent de la formation, donc on parle ici non pas de la formation initiale que vous poursuivez vous-même dans les lycées et aussi ce qui est poursuivi comme un cursus d'études au niveau universitaire et autres. On parle ici de la formation continue, c'est-à-dire la formation des salariés au sein des entreprises. Donc cette formation permet, comme vous l'avez certainement constaté, de favoriser les compétences et les qualifications des salariés, ça d'un côté. D'un autre côté, c'est un outil efficace et considérable pour motiver c'est-à-dire les salariés et les employés au sein de l'organisation. Pour ce qui est maintenant de la communication interne, donc je parle précisément de la communication au sein de l'entreprise, c'est justement l'échange d'informations entre les différents membres, que ce soit les supérieurs, les subalternes, au sein de l'entreprise, ou encore la diffusion de l'information de manière à ce que cette information soit fiable, pertinente et accessible à tout le monde. Donc là, ce domaine-là, c'est-à-dire fait allusion à ce qu'on doit, bien à ce que l'entreprise doit garantir le fait d'avoir les informations nécessaires pour l'accomplissement des tâches des salariés. D'autre part, avoir une idée sur
sur l'environnement de l'entreprise et aussi avoir une idée sur l'évolution, le fonctionnement, les objectifs et les résultats ou bien les chiffres clés réalisés par l'entreprise. Passons au final au dernier ou bien avant-dernier domaine, à savoir la rémunération. Donc le système de rémunération, bien la rémunération en elle-même, c'est tout simplement la contrepartie financière du travail effectué par les salariés. Donc bien sûr, ce système de rémunération a un double objectif. D'un côté, il permet d'attirer les nouvelles compétences dont l'entreprise a besoin pour son bon fonctionnement, pour mener à bien ses activités. Et d'un autre côté, on peut dire que c'est aussi un moyen efficace pour motiver les salariés, comme il est le cas de la formation. Voilà, au final, on a le dernier domaine, à savoir la motivation. Donc, qu'est-ce que déjà la motivation? C'est tout simplement le fait de pousser, d'amener le salarié à s'investir, à travailler à fond pour atteindre ses objectifs et atteindre bien sûr de meilleurs résultats. Donc là, on peut distinguer deux catégorisations de la motivation. D'un côté, on a la motivation matérielle et la motivation immatérielle. Matériel comme par exemple les primes, les commissions, les avantages en nature, etc. Pour ce qui est de la motivation immatérielle, comme son nom l'indique, donc là on parle des choses qui sont abstraites et qui permettent de motiver les salariés. On parle ici par exemple des félicitations, des promotions internes, etc., etc. Je vous donne un exemple. Par exemple, un salarié qui a atteint des objectifs au-delà de ce qui lui a été demandé. Donc là, l'entreprise a intérêt à féliciter c'est-à-dire ce salarié, que ce soit par ses collègues ou par les responsables, afin de le favoriser, de l'encourager à travailler davantage. Donc on a une autre catégorisation de la motivation quand vous remarquez ici. Donc c'est la motivation positive et la motivation négative. La motivation positive, c'est tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure, dans les deux types, à savoir motivation matérielle et immatérielle. Et il y a un autre type, à savoir la motivation négative. Donc, comme vous l'avez certainement constaté, il s'agit du fait de sanctionner le salarié lorsqu'il commet une erreur lors de l'accomplissement de sa tâche. On parle ici de la réduction ou suppression d'une prime. On parle de la rétrogradation, c'est-à-dire le fait de faire revenir un salarié à un niveau hiérarchique qui est moindre, ou encore, dans les pires des cas, un licenciement. Donc, passons à présent aux relations humaines dans l'entreprise. Donc ici, comme j'ai déjà dit, on va aborder deux grands volets, à savoir les facteurs traditionnels de motivation d'un côté, et d'un autre côté, on va aborder les styles de commandement. Donc, pour ce qui est des facteurs traditionnels de la motivation, avant tout, on va donner une petite définition de la motivation, je vais la répéter en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que la motivation? C'est le fait de faire agir le salarié, c'est le fait de l'inciter à s'investir, à s'engager profondément dans son travail afin d'atteindre les meilleurs résultats. D'accord? Donc, pour ce qui est des facteurs, ils peuvent se vêtir de trois formes marquantes, à savoir les facteurs personnels, c'est-à-dire le fait d'être motivé par soi-même, autrement dit, avoir une image positive de soi-même. Il y a les facteurs professionnels qui ont trait à tout ce qui est accomplissement des tâches, valorisation, augmentation des salaires et aussi responsabilisation. Donc à ce niveau-là, on peut distinguer entre deux types de facteurs, à savoir les facteurs économiques et les facteurs professionnels. Pour ce qui est des facteurs économiques, je cite à titre d'exemple la stabilité et régularité des salaires, l'augmentation du montant du salaire pour motiver davantage les salariés à travailler plus, et d'un autre côté, on peut ajouter également les avantages financiers tels que les primes, les commissions, les avantages en nature tels que le transport ou le logement, etc., etc. On passe maintenant au deuxième sous-type, à savoir les motivations professionnelles. Donc là, il s'agit tout simplement des motivations liées à la nature du poste en lui-même. On parle également de la nature des tâches qui sont additionnées à un salarié. Je parle de l'élargissement des tâches, c'est-à-dire dans le sens vertical, c'est-à-dire qu'on doit donner
de nouvelles responsabilités qui sont plus importantes que ce que faisait le salarié auparavant pour que celui-ci se sente valorisé et comme ça il va se dire voilà, ils m'ont fait confiance et donc comme ça il sera motivé. On a également comme facteur de motivation professionnelle, bien évidemment, les conditions de travail. De plus en plus, ces derniers sont propices, de plus en plus, les salariés travaillent davantage. Et au final, on a les actions de formation. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, ça constitue un élément qui est efficace et considérable pour motiver les salariés. Dans un troisième lieu, on a les facteurs relationnels, comme leur nom indique. Donc là, on parle tout simplement du besoin d'estime qui figure dans la pyramide de Maslow. Donc, qu'est-ce que signifie l'estime? C'est tout simplement être estimé et avoir cette reconnaissance auprès de ses collègues, auprès de ses responsables. Je donne toujours le même exemple. Dans le cas où un salarié a réalisé des objectifs au-delà de ce qui lui a été demandé et fixé, dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'entreprise a intérêt à féliciter ce salarié-là, que ce soit de la part bien auprès de ses responsables ou bien auprès de ses collègues, pour que celui-ci soit motivé et c'est-à-dire encouragé à travailler davantage. Donc, passons à présent aux relations, plutôt au deuxième sous-titre, à savoir les styles de commandement. Donc, on va donner dans un premier temps une petite définition de ce qu'on entend par style de commandement. Donc, le style de commandement, c'est tout simplement le comportement du dirigeant à l'égard des membres qui se trouvent au sein de son organisation, tout simplement. Autrement dit, c'est l'ensemble des attitudes et partant des comportements qui sont, c'est-à-dire menés par une personne qui est en position d'autorité ou de pouvoir, tels que les responsables, les patrons, etc., et ce, pour amener d'autres personnes, à savoir les subordonnés, à travailler davantage et surtout à atteindre les objectifs. Donc là, on peut distinguer, donc il y a plusieurs types, en fait, plusieurs styles de commandement. Là, on a choisi d'aborder 4 styles marquants et phares. Donc on a le premier style de commandement, à savoir le style autoritaire. Donc à ce niveau-là, il y a pas mal de caractéristiques qui distinguent ce style par rapport aux autres styles. Donc on a la motivation par la crainte, c'est-à-dire tout simplement que les salariés sont motivés mais dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le cas où ils commettent une erreur, ils vont être sanctionnés. Il y a la deuxième caractéristique, à savoir la communication qui est juste et uniquement descendante, c'est-à-dire que la diffusion de l'information, la prise de décision se fait dans un seul et unique sens, c'est du supérieur vers les subordonnés. On a également des décisions unilatérales, c'est-à-dire tout simplement que la prise de décision elle est centralisée, c'est-à-dire entre les mains du patron. Et au final, on a un contrôle concentré au sommet également. Donc le contrôle ne peut être effectué que par le manager. Passons à présent au deuxième style, à savoir le style paternaliste. À ce niveau-là, la motivation se fait dans un double sens, dans la mesure où les salariés peuvent en même temps être sanctionnés ou récompensés. Donc, dans le cas où ils réalisent par exemple des objectifs au-delà de ce qui est demandé, donc là, ils vont bénéficier des primes, des commissions, des avantages en nature, etc. Par contre, s'ils commettent une erreur toujours, ils vont être sanctionnés tout simplement. Le fait aussi de parler d'un style paternaliste, ça fait allusion à une communication descendante, donc comme on a déjà expliqué tout à l'heure. Là aussi, on assiste à une soumission catégorique et absolue des subordonnés à leur manager. Il y a aussi une prise de décision qui est très faible. Tout simplement à ce niveau-là, on pourrait dire que les décisions stratégiques restent l'œuvre du manager. Par contre, les décisions moins importantes, les décisions secondaires, peuvent être prises par les subordonnés. Donc, cela, on peut déduire la confiance mesurée, c'est-à-dire que le manager n'a pas tellement confiance en ses subordonnés à 100%, donc il va leur adresser ou bien il va leur confier juste les tâches élémentaires, juste les décisions qui sont facultatives et secondaires. À présent, on va passer au style démocratique, comme son nom l'indique. Donc là, généralement, il y a un esprit d'équipe, c'est-à-dire
qu'il y a c'est-à-dire ce travail en groupe. Il y a des tâches qui sont réparties de manière égale. Il y a même un contrôle qui est réciproque. Donc le contrôle là n'est pas concentré entre les mains du manager. On peut également citer à ce niveau-là l'implication des subordonnés sans influence, c'est-à-dire que le manager va essayer d'impliquer, de faire participer les salariés dans toute action, que ce soit la fixation des objectifs, définition de la procédure de travail ou encore la prise de décision, mais sans, c'est-à-dire appliquer une certaine pression sur ces derniers. On peut ajouter comme caractéristique à ce niveau-là la communication qui est à ce niveau-là à la fois descendante et ascendante, c'est-à-dire que le flux d'informations peut aller du supérieur vers les subordonnés, comme ça peut aller dans le cas inverse, c'est-à-dire des subordonnés vers le supérieur. Donc voilà, et bien sûr le développement de l'esprit de groupe, comme on a déjà dit tout à l'heure. Au final, on a le style participatif, donc à ce niveau-là, on a une confiance absolue, une confiance mutuelle absolue, c'est-à-dire qu'il y a une forte confiance entre le supérieur et les subordonnés d'un côté, et aussi entre les différents subordonnés. On a également une motivation par l'implication et la prise de décision. Donc là, les subordonnés ou bien les subalternes sont motivés et encouragés par le fait d'être impliqués dans toutes les actions qui peuvent être menées, c'est-à-dire concernant l'accomplissement des tâches, et aussi ils sont motivés par le fait de leur donner ce pouvoir de prise de décision. On a aussi comme caractéristique à ce niveau-là la communication verticale et horizontale. La communication verticale, c'est-à-dire qu'on assiste à ce niveau-là à une communication, un échange d'informations entre les personnes, bien les salariés qui font partie du même niveau hiérarchique, d'accord? Donc je parle ici de la communication horizontale. Et aussi, on assiste à une communication verticale, c'est-à-dire que la communication est valable entre les différents niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire des supérieurs vers les subalternes et vice-versa. On assiste également à ce niveau-là à une forte coopération, donc c'est tout à fait logique lorsqu'on dit participatif, c'est-à-dire que les subordonnés sont impliqués à fond dans toutes les opérations, et donc là certainement il y aura une coopération intra-subordonnée et aussi entre les supérieurs et leurs subalternes. Au final, et comme caractéristique finale, on a les décisions collectives. Donc là, vous constatez que la prise de décision n'est pas centralisée, elle est par contre décentralisée, c'est-à-dire que les décisions peuvent être prises aussi bien par le supérieur que par ses subordonnés. Donc voilà, je vous remercie pour votre aimable intention et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule intitulée « La communication interne ».